Salut Éloi, comment tu te sens ce début d'enregistrement d'épisode? Super bien, merci de m'avoir invité. C'est chouette. Avec plaisir. Je te propose de commencer par te présenter qui tu es, d'où tu viens. Alors, je m'appelle Eloa Alvarez, je suis moi. Voilà. Je suis française, née en France, mais d'origine chinoise. Et aujourd'hui, je vis en Suisse. Tu as quel âge? J'ai Alors, à l'heure d'aujourd'hui, hein. 37 ans. Ok, ça marche. Ça fait pas longtemps que je les ai, donc je les ai pas encore trop fixés, mais C'est encore compliqué à ouais. dire. Super. Donc, on est ici pour parler du coup de ton histoire autour de l'adoption. Comment elle a démarré cette histoire pour toi? Elle a démarré quand je me suis rendu compte que j'avais été adoptée. Alors ça c'est quand on est petit, je crois qu'on s'en rend pas compte au début. Et il y a un moment donné, je me rappelle, c'était dans la salle de bain avec ma mère, et ma mère est blonde aux yeux bleus, alors que moi, je suis d'origine chinoise, donc il y a pas trop un match au niveau physique. Et je lui ai posé la question de pourquoi elle avait les cheveux jaunes et moi les cheveux noirs. Et j'étais toute petite, je devais avoir 3 ans, et c'est là qu'elle m'a vraiment expliqué que j'avais été adoptée et que voilà. Et c'est là où on a eu la première conversation autour du sujet. Ah, c'est fou que tu t'en souviennes comme ça aussi clairement. Ouais. Et comment t'as accueilli cette information? C'était pas un problème en fait parce que c'était genre c'est ce qui était en tout cas. Et puis je me rappelle, elle m'avait dit un truc du style tu vois les gens normaux ils attendent un bébé pendant 9 mois, et toi je t'ai attendu pendant 4 ans. Voilà, donc c'était pas du tout un trauma. En plus comme j'étais très petite, il y a pas enfin c'était comme si ça avait toujours été là quoi. Donc c'était très voilà, c'était comme ça. T'es toute seule? Enfin, t'as été toute seule à adopter dans ta Alors moi famille? je suis fille unique dans ma famille adoptive, mais dans ma famille biologique, je suis la cadette de 4. Je suis la quatrième. D'accord. Donc, ce qui sous-entend que tu connais ta famille biologique. Exactement. Ouais, je les ai rencontrés quand j'avais 24 ans, je crois. Et c'est une histoire qui est assez drôle parce que je me rappelle, j'étais au bureau, donc je bossais à l'époque, comme aujourd'hui. Et j'avais reçu, je revenais de ma pause de lunch du midi, et je reçois un email qui dit Salut, je suis ton frère. Ah, Je vais ah ok d'accord bon, ok. Puis dans l'email il avait dit je suis ton frère, tu t'appelles Eloa et t'es né le 4 novembre et j'ai une photo de toi dans mon porte-monnaie. C'est très bizarre. Donc je savais que j'avais des frères et sœurs, je savais que ça a jamais été caché dans ma famille. Et quand je parle de ma famille, en règle générale, c'est ma famille adoptive. Et d'accord. en règle générale, quand je parle de ma famille biologique, j'ai tendance à le préciser. Il y a un petit écart. Et du coup, je reçois cet email, puis je lui réponds, je lui dis écoute, sûrement que t'as raison, parce que ouais, j'ai un frère, il paraît. Et puis quelques jours après passe et je reçois un email, et là cette fois-ci de ma sœur qui dit salut, je suis ta sœur. Ah oui, d'accord. Est-ce que ça te dirait de venir nous rencontrer et de venir à la maison et de rencontrer tout le monde en fait? Et c'est marrant parce que en général, c'est plutôt la personne qui a été adoptée qui fait cette démarche vers des membres de la famille biologique, que là, ça venait en fait de cette famille biologique vers toi. Ouais. Et il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, je suis partie avec ma sœur aînée, donc la plus grande. On est parti en Chine avec mon père biologique, son frère et sa sœur sur les traces de nos ancêtres, de notre grand-père et arrière-grand-père. Et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que c'était eux qui avaient fait la démarche de venir me chercher. C'est parce que, en fait, ma sœur aînée, quand moi j'ai été adoptée, elle était déjà grande, elle avait déjà 7 ou 8 ans. Et donc un jour il y avait une petite sœur et un jour il y a plus de petite sœur, et ça l'a un peu traumatisée. Et du coup c'est une histoire enfin moi je la raconte un peu en rigolant, mais quand je l'imagine je me dis que c'est une histoire triste parce que elle a passé sa vie en fait à me chercher. Et grâce à Internet, grâce à Facebook, LinkedIn et tout ça, il y a eu un moment donné où elle m'a trouvée. Et je me rappelle, elle m'a trouvée sur LinkedIn, elle m'a raconté ça, elle me disait j'ai vu sur LinkedIn, et quand j'ai vu ton CV, j'ai vu ta vie et tout, elle a pas eu le courage en fait de me contacter. Mais c'était vraiment une démarche, cette démarche de recherche, ça lui bouffait, c'était quotidien, c'était tous les soirs elle cherchait sur Google, elle a fait des recherches comme ça pendant des années. Et quand elle m'a trouvée, elle a plus osé parce qu'elle s'est dit merde, je vais peut-être foutre la merde dans sa vie, donc j'ose pas. Et elle en parlait au repas de famille, et un jour mon frère il a fait ouais, rien à foutre, je lui envoie l'email, puis voilà. Allez, bim, on passe à l'action là. C'est ça. Ça a assez Ça duré. faisait déjà 1 an ou 2 qu'elle avait mon contact et qu'elle osait pas. Mon frère il a dit c'est bon, fais chier, donne-moi l'email, j'écris, et puis terminé. Ouais, donc elle a été patiente Ouais. aussi. Et toi, c'était quelque chose dont tu avais envie de rencontrer ta famille biologique avant que eux te contactent, tu vois, t'étais comment par rapport à ça?
au moment même où il me contacte, c'était une démarche dans laquelle j'étais pas du tout. Cette envie de retrouver un peu ses racines, son histoire, c'est venu quand j'avais 15 ans. Ouais, tu sais, à l'adolescence, là, tu poses plein de questions sur qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là. J'en ai marre de mes parents. Je crois que c'est cette période-là aussi qui se fait. Et du coup, là, j'avais fait des recherches, sauf qu'à l'époque, quand j'avais 15 ans, Google, ça n'existait pas. C'était encore... Internet, c'était au balbutiement et c'était vraiment pas facile de retrouver des informations. Et je me rappelle, j'avais demandé à mes parents adoptifs, est-ce que vous pouvez m'aider dans ces recherches? Leur réponse est, bah oui, bien sûr, on est toujours là pour toi. Et ils m'ont donné une carte de visite. Donc à l'époque, il y avait des cartes de visite avec 3 prénoms marqués au crayon à papier derrière. Et c'est tout. Et c'était les 3 prénoms de qui? Bonne question, parce que dedans, il y avait le prénom de ma sœur et de 2 autres personnes qui sont ni mon frère et ma sœur, ni les 2 autres. D'accord. Donc, je savais, en fait, le truc, c'est que comme j'ai été adoptée sous le régime de l'adoption simple, je connais le nom de mes parents biologiques. Parce que sur mon extrait d'acte de naissance, en fait, il y a mes parents biologiques et ensuite, il y a juste un paragraphe qui dit « a été adopté par monsieur et madame Alvarez ». Et du coup, je suis partie avec cette carte-là, me disant « Ok, je crois que j'ai ma sœur, mais sœur aînée, elle s'appelle Marie. Son nom de famille, c'est Taille. Ok, et j'ai pris le bottin à l'époque c'était les pages blanches, tu sais, et puis j'ai pris les pages blanches de Mulhouse, puis j'ai commencé à faire tous les gens qui s'appelaient Taille, et ça marchait absolument pas, et j'en ai appelé, je sais pas, 6 ou 7, et je suis jamais tombée sur la bonne personne, et ça m'a saoulée, et j'ai laissé tomber, et après j'ai fait, tu sais quoi, il y a plein de gens qui se construisent sans savoir, et moi je me construirai sans savoir. Et voilà. Ouais, donc ça a mis un petit peu en pause cette volonté de reconnecter à tes racines. Ouais, quoi. j'ai lâché l'affaire en fait, j'avais abandonné et du coup quand c'est venu, je me suis posé la question de est-ce que j'avais envie de faire cette démarche parce que c'était derrière moi en fait. Est-ce que j'avais envie de réouvrir cette boîte-là? Et puis à cette époque-là, je vivais dans un immeuble où j'avais mon meilleur pote qui vivait de l'autre côté du couloir et lui aussi il était adopté et lui il a été adopté sous X et il avait absolument pas accès à ces informations-là. Et en fait, d'un seul coup, je me suis sentie un peu investie par, par une mission pour tous les adoptés. Moi, j'ai la possibilité de rencontrer ma famille biologique, donc faisons-le parce que c'est rare que ce soit aussi facile. Ouais, c'est vrai. C'est très rare aussi que ça vienne de la part de la demande vienne de la part de la famille biologique à la base aussi, quoi. Donc c'est chouette. Et à cette période-là, ta relation avec tes parents biologiques, tes parents adoptifs, elle est comment? Compliquée. Elle est compliquée. J'ai une adolescence où la relation avec mes parents adoptifs a été compliquée. Moi, je suis partie de la maison quand j'avais 17 ans. C'est pas que c'était... je pense que c'est plus des histoires de parents et d'adolescents où ça se frite beaucoup. Moi, il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup d'autocensure, beaucoup de menaces. Ce que je raconte toujours avec le sourire, mais ça reste une peine, c'est que moi, mon père, il m'a déshérité 5 fois à l'adolescence parce que j'étais pas d'accord avec lui. Et donc, tu as un climat familial qui est quand même bien compliqué, quoi. Qui secoue un peu, en tout cas, je pense qu'il y a pire, je n'étais pas battue, j'étais pas machin, mais c'était pas un climat serein et harmonieux, quoi. Et du coup, comment ça se passe cette rencontre avec ton frère, ta sœur? Est-ce que tu as rencontré ton frère et ta sœur d'abord? Est-ce que tu as rencontré tes parents après? Comment ça s'est passé? C'est super particulier. Je me rappelle, ils habitent à 300 km de chez moi, donc à 3 heures de route à peu près, de où je suis aujourd'hui, donc c'est trop bizarre. Hein. Et donc elle me dit, viens nous voir, je suis d'accord, je prends la voiture, je suis pas bien, j'ai un truc un peu une appréhension quand même, et en même temps j'ai pas peur. Enfin c'est très c'est assez extraordinaire. C'est pas une situation normale, quoi. Et j'arrive et elle m'avait donné rendez-vous à la gare de Mulhouse. Et là, je vois d'abord que ma sœur, c'est la deuxième, c'est celle qui est au milieu. Et donc, on se pose, on boit un café. J'apprécie le fait qu'elle ait fait cette rencontre-là dans un endroit neutre, tranquille et tout ça. Et je me rappelle, elle me dit à un moment donné, c'est fou quand même, t'as pas beaucoup de questions. Puis je lui dis, en même temps, ça fait 24 ans que j'ai arrêté de me poser des questions. En fait, j'ai arrêté de me laisser bouffer la vie par ces questions-là. Donc non, j'ai pas de questions. Là, je viens juste par curiosité, mais j'ai rien à demander. Et elle me dit, est-ce que c'est ok si je t'emmène à la maison pour rencontrer les autres, le reste de la famille? Je dis ouais, d'accord, si tu veux. Et donc on va dans Mulhouse et je la suis et on arrive à une maison et là, on n'est que nous deux à il y a énormément de gens parce que il y a mon père, ma mère.
mon frère, sa femme, ma sœur, son mari, ses 3 enfants, mon autre sœur, son mari, ses 2 gosses. J'ai Waouh. passé de rien à tout. Et je me rappelle, on rentre dans la maison et là, il y a une dame plus âgée, tu vois, euh, qui me regarde, qui regarde ma sœur. Elle me regarde, elle regarde ma sœur et je vois qu'elle comprend pas ce qui est en train de se passer, tu vois. Puis d'un seul coup, elle me regarde encore et là, elle s'effondre en pleurs. Et elle vient et elle me prend dans ses bras. Et moi, j'ai une petite chinoise, une petite vieille, qui est collée contre moi, qui pleure contre moi. Et je suis figée et je sais pas quoi faire de cette information. Là, je suis genre pétrifiée. Je sais pas comment je dois réagir. Est-ce que je ris, je pleure, je souris? Je sais pas. Et je fais rien. Et là, il y a branle-bas de combat. Après, elle se met à brailler. Et puis là, il y a un petit vieux qui débarque. On aurait dit, on se serait cru dans un film. Franchement, c'était comme dans, ça me fait trop rire. C'était vraiment l'archétype du vieux chinois avec les cheveux blancs, tout ridé et tout. Puis il débarque, puis il me regarde. Il regarde sa femme. Il me regarde encore. Et pareil, il se fige net et il fait, et il sourit. Et voilà. Ça s'arrête là. Et c'est trop, cette rencontre-là, elle est tellement genre, enfin, je sais pas, c'est hors du monde, elle est trop bizarre, quoi. J'ai ma grande sœur à côté, du coup, l'aînée, qui prend les informations et qui se met à chialer aussi. Du coup, j'ai plein de petits Chinois qui chialent autour de moi, je sais pas pourquoi. Trop rigolo. Et moi, je suis pigée, je sais pas comment réagir dans cette situation. Et après, bah, on a mangé, enfin, ça c'est, en fait, c'était le repas de famille. Du coup, je me suis retrouvée là avec toute la famille le dimanche et tout. Et je me rends compte d'un truc super particulier, c'est que c'est plus facile pour moi de parler aux conjoints de mes frères et sœurs qui sont blancs. Donc il y a une blonde alsacienne et puis un ch'ti. Et c'est plus facile pour moi d'interagir avec eux que d'interagir avec ma propre famille parce qu'entre eux ils se parlent chinois, parce que mon père biologique il parle pas du tout français, il parle que chinois, donc on peut pas parler. Ma mère biologique elle a un accent. Enfin, du coup, il me faut que je mobilise tous mes neurones pour réussir à comprendre ce qu'elle me dit. Donc, du coup, c'est vachement particulier. C'est très bizarre comme ambiance, mais j'ai très bien mangé. Très bien mangé. Ah, c'est un peu lunaire, quoi, comme situation, de se Ouais, dire. je vois, c'est des choses auxquelles t'es pas préparé. T'es pas préparé à vivre ça. Et il y a vraiment un choc des cultures, en fait, qui s'est fait. Parce que moi, je viens d'une famille, ma famille adoptive, elle est très franco-française, raclette et fondue et bœuf bourguignon, tu vois. Et là, je me retrouve et ouais, c'est un autre monde. Ça marche complètement différemment. Et puis, tu te retrouves avec des gens qui ont l'air de te connaître alors que toi, tu les connais pas du tout. C'est une question que j'allais te poser. Est-ce que t'as eu le sentiment de te retrouver en fait face à des inconnus connus, tu vois? Un truc un peu bizarre. C'est très bizarre parce qu'en fait, il y a ce truc de, bah, c'est ma famille, même si c'est ma famille biologique que je connais pas. Du coup, c'est censé être de la famille, mais c'est complètement des étrangers. Je connais rien de leur vie. Je sais rien de ce qu'ils font. Je sais rien de qui ils sont. Et en même temps, tu ressens qu'il y a ce lien, mais est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est construit? Est-ce que c'est quelque chose que tu fantasmes? C'est super particulier. Et je vois là, de tous les personnes avec qui j'ai eu le plus de facilité à entrer en contact, c'est avec ma deuxième sœur, parce qu'elle est elle est très bien intégrée dans sa françaisitude là. Non, mais c'est juste que c'est une personne qui est extrêmement extravertie, donc elle discute, elle parle, c'est facile. Et mon frère et mon autre sœur sont très introvertis, donc c'est pas des gens avec qui c'est facile d'entrer en contact. Et pourtant, dans les points communs de comment on voit la vie et tout ça, j'ai plus d'affinité avec ma grande sœur. Donc c'est vraiment très particulier, c'est très drôle de voir. C'est des étrangers que t'es censé connaître. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as eu un sentiment de, tu vois, envers ta grande sœur qui t'a cherché, qui t'a recontacté, etc., de devoir quelque chose à quelqu'un de cette famille biologique? Non. Non, ma grande sœur, pas du tout. En fait, j'ai eu beaucoup de peine pour elle parce que je pense que c'est celle qui en a le plus souffert. Les 2 autres étaient plus petits et je pense que ça leur est passé à 13 000. Mais elle a vraiment vécu, ou en tout cas comme je l'ai perçu moi, c'est qu'elle avait vraiment vécu cette séparation, cette déchirure-là. Et j'ai de la peine pour elle parce que je pense que c'est la personne avec les parents qu'on a le plus souffert de cette démarche-là. Et du coup, c'était pas du tout, enfin, tu vois, ta naissance, etc., c'était pas du tout un secret au sein de cette famille biologique. C'était connu de tous. Il y a ma photo de moi à 3 mois en haut de l'armoire dans la chambre de mes parents, quoi.
Ah oui, d'accord. Et je rigole parce que c'est la première fois de ma vie. Ils m'ont montré une photo de moi bébé, donc avant mon adoption, et c'était la première fois de ma vie que je me voyais bébé. J'étais très moche. Euh, quand j'ai vu cet enfant, j'ai fait c'est quoi cette horreur? Et elle me dit c'est toi. J'ai dit quelle horreur. Et il y avait des trucs très particuliers parce qu'il y a un moment donné, je vois le père partir farfouiller dans ses tiroirs, puis je le vois revenir avec un caméscope, tu sais, à l'ancienne, avec les cassettes qui vont dedans et tout, puis il le branche sur la télé. Et là, je nous vois les 4 enfants jouer à un terrain de jeu, en fait, sur film. Et c'est des images que j'avais pas du tout, enfin, c'est des souvenirs que j'ai pas du tout, et c'était trop bizarre de voir, de me voir moi avec mes frères et sœurs en train de jouer. Ouais, c'est toi faisant partie intégrante d'une famille, en fait, et c'est des images. En plus, tu peux même pas avoir de souvenirs, quoi. J'ai pas de souvenirs, et c'est comme si, parce que souvent, je pense que quand on a cet historique dans cette famille, quand on est dans sa famille et qu'on y reste, on a tout, je sais pas, les parents, ils nous donnent toujours les photos de toi à la maternité, toi dans la poussette, toi en train de faire caca, toi en train, machin et tout ça, ils font toujours ça. Et moi, tout ça, j'ai pas eu. Mm. Et du coup, les images que j'ai de moi, de représentation, elles sont que à partir de 2-3 ans, de cet âge-là, Ouais. où j'étais avec ma famille adoptive et où j'ai eu des photos et des machins et des trucs. Et donc, du coup, quand je me suis vue plus petite que ça, c'était trop bizarre parce que c'était genre comme si c'était pas moi, sachant que c'est Mm. moi, mais je peux pas me reconnaître, j'ai pas de lien à ces photos-là. Ouais, ouais, je comprends. Et pour rebondir sur ce que tu dis par rapport aux photos, moi, j'ai eu un déclic quand j'ai une de mes amies qui a été enceinte et qui est arrivée après son échographie, puis elle m'a montré l'échographie, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est le genre de truc que ma maman adoptive, elle l'a jamais eu et qu'elle pourra jamais me montrer, quoi. C'est Vraiment, ça. c'est des parties, en fait, où on peut pas avoir les images pour même se souvenir, comme toi, tu viens de dire. Tu les as pas, tu peux pas imaginer. Et puis, quand tu te retrouves avec des images où t'es dessus, ça doit être un peu dans la tête, ça doit être un peu le bazar, non? Ouais, c'est particulier parce que c'est des fragments du passé. C'est comme si on te donnait des bouts d'histoire à quelqu'un que tu sais pas qui c'est. Euh, Mm. et en même temps, tu sais que c'est toi, mais il n'y a pas de lien émotionnel à ça, parce que je pense que les photos qu'on a quand on est enfant, vu que c'est nos parents qui nous les ont montrées et puis nous ont raconté une histoire qui allait avec et tout ce qui se passait, on peut se sentir en lien avec ça. Et là, je voyais des photos de moi, des vidéos de moi, et j'étais trop bizarre parce que déjà je me reconnaissais pas, parce que je m'étais jamais vue à cet âge-là. Donc la première photo, j'ai dit c'est qui ce petit garçon? C'est toi, cool. Ça marche pas. C'est qui le petit garçon de la poussette? C'est toi, ok. Bon. Je ne l'avais pas vu. Donc c'est très très drôle, c'est très particulier, quoi. Et suite à cet énorme repas de famille, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu rentres chez toi directement Ouais, je ou... rentre chez moi. Ouais. Je rentre chez Et moi. tu te sens comment? Je me sens pas. En fait, je sens rien. Je suis. D'ailleurs, c'est plusieurs mois après, je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme dissociation pendant cette journée-là, parce que quand je me rappelle pas de la journée depuis mon point de vue, je m'en rappelle depuis un point de vue extérieur, comme si je regardais la scène depuis en haut. Donc, en fait, je sais que j'ai été complètement dissociée pendant cette expérience-là. Et je pense que le trop-plein émotionnel fait que je me suis complètement déconnectée, quoi. Et du coup, quand je rentre chez moi, c'est comme si ça s'était pas passé. Ça s'est passé, mais ça s'est pas passé. En fait, j'en ai un souvenir et en même temps, j'ai pas l'impression de l'avoir vécu. C'est super particulier. C'est un truc où, ok, je m'en rappelle. Ouais, je l'ai vécu. Ah, je sais pas. Oui, puis si en plus tu dis que plus tard tu t'es rendu compte que tu l'avais vécu avec de la distance, forcément, cette notion de présence, etc., c'est pas du tout pareil, quoi. Ouais, du coup, j'étais absolument. Le lendemain, je retournais au boulot. Donc, je vais au boulot. Et il t'enchaîne. Puis le lundi matin, je suis au boulot. Tous mes collègues, j'avais une super équipe et tous mes collègues sont au courant de ce qui se passe dans ma vie. Et ils me disent alors, comment c'était? Je sais pas. Comment tu t'es senti? Comment tu te sens? Je sais pas. Je sais pas ce que je ressens. Je sais pas si je suis contente, triste, malheureuse, heureuse. En fait, je suis juste pas là. Je suis pas là. Je sais que ça s'est passé, c'est tout. Et parce que tu disais que tu avais eu une adoption simple. Ouais. Dans quel contexte ça se passait, cette adoption? Alors du coup, c'est une adoption qui s'est pas passée par les voies normales habituelles des adoptions où les parents, les adoptants posent un dossier, ils vont dans des orphelinats à droite à gauche à l'étranger jusqu'à ce qu'ils trouvent la perle rare et qu'ils puissent faire les démarches pour la ramener. Moi, ça s'est passé
Donc mes parents, ils avaient fait les demandes d'adoption, ils avaient eu les agréments et tout ça, et ils n'avaient pas encore fixé un pays ou un endroit où est-ce qu'ils voulaient aller faire les démarches. Et il y a eu mon père, je crois que la manière dont il me le raconte, c'est qu'il était dans un dîner d'affaires et puis il parlait de ce processus d'adoption dans lequel il était. Et une des personnes qui était là avec lui dans le dîner d'affaires lui a dit: ah ben moi je connais une famille, ils ont un enfant à donner. D'accord. Donc en l'occurrence c'était ma famille biologique et moi l'enfant. Et donc ils ont commencé à discuter et puis ils se sont rencontrés. Ça pour moi c'est super flou parce que c'est pas des réponses que j'ai vraiment réussi à avoir de ma part de ma famille adoptive. Et puis ils se sont mis d'accord que j'allais être transférée d'une famille à l'autre. Et je suis restée 1 an en période d'essai. Je sais pas comment dire. C'est horrible. Je sais pas. Je suis restée 1 an en tout cas avec ma famille adoptante entre 2 statuts. Okay. Et pendant ce temps-là, il y a eu tous les jugements qui devaient passer, de jugement d'adoption et tout ça. Sauf que quand le jugement d'adoption a dû passer, il y a eu un agent de police qui est allé vers ma famille biologique et qui leur a demandé de signer l'acte d'abandon. Et ça vient de ma mère biologique, c'est pas un bout que j'ai de ma famille adoptive, parce que du coup, c'est 2 histoires qui se confrontent un peu et qui sont un peu conflictuelles. Ça a créé de la merde dans ma vie après derrière d'avoir 2 histoires différentes, mais c'est pas grave. Je vais la raconter comme moi, j'ai décidé de m'en souvenir. Du coup, ma mère biologique, quand on lui a demandé de signer l'acte d'abandon, elle a demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et la personne qui était là, elle lui a dit, ça voulait dire que vous acceptez de plus jamais revoir votre fille, de tirer un trait dessus. Et elle lui a dit, mais moi, c'est pas ce que je veux pas, donc je signerai pas. Et donc, elle a pas signé l'acte d'abandon. Et donc, le jugement d'adoption a pas pu passer comme il aurait dû en plénière. Et les juges se sont mis d'accord pour que ce soit une adoption simple. Il y a plein de flou autour de mon adoption. Moi, je dis toujours, j'ai l'impression d'avoir été un morceau de viande vendu sur un étal de boucher, qui a été négocié au plus offrant. C'est un peu les trucs que j'en reçois. Maintenant, avec plus de recul, je me dis, ok, avant, à l'époque, c'était plus, on avait trop d'un gamin, on l'a jeté. Maintenant que j'ai rencontré ma famille biologique, je sais que c'était pas forcément leur intention, en tout cas pas la manière dont ils envisageaient l'adoption, parce qu'ils pensaient franchement garder le contact tout du long. Ce qui n'a pas été fait. Et je pense que ça, c'est à cause des différences culturelles qu'on peut avoir entre des Chinois qui confient régulièrement un gamin à un oncle, à un grand-père, à un machin, parce que si t'en as 8 et que l'oncle il en a pas et qu'il en veut, je lui en prête un et c'est ok. Et c'est vraiment dans la démarche culturelle, ça se fait comme ça et tout le monde est au courant. Que d'un point de vue occidental et franco-français, un enfant c'est une propriété privée et exclusive. Et donc là, je pense qu'il y a eu un clash des cultures qui a fait qu'il y a eu des incompréhensions des 2 côtés. Ouais, tu vois, j'avais pas cette notion de... En Chine, bon, les enfants, ça se prête, entre guillemets, aux uns et aux autres, parce que, voilà, il y a... Et c'est vrai que ça donne une dimension complètement différente, du coup, à ton histoire d'adoption, parce que moi, dans ma tête, je comprenais pas trop le... je peux pas m'en occuper, mais je veux pas l'abandonner non plus, mais en même temps, il y a... Mais quand tu m'expliques maintenant ce truc culturel, ça donne beaucoup de sens à tout ça. Ouais, je pense que surtout, c'est là où dans les adoptions, il y a beaucoup d'incompréhension, je pense, au niveau des gens. Par exemple, je lisais et puis j'en parlais avec quelqu'un qui avait adopté des Polynésiens. Et les Polynésiens, ils ont cette même façon de voir l'adoption, c'est les fatwas. C'est j'ai des enfants, j'ai un membre de ma famille qui peut s'occuper du dernier parce qu'il a plus de temps, plus d'argent, plus de ressources. Je vais lui confier et du coup... le dernier, il aura 2 papas, un papa et un papou, et c'est ok, et tout le monde vit d'accord avec ça, et c'est très fluide en fait. Parce qu'on vit pas du tout comme ça en Occident où c'est mon enfant, c'est mon nom, c'est pas mon sang, mais je vais faire comme si. Et du coup, il y a vraiment ce côté de faut couper tous les liens. Et c'est ce que ma famille adoptive a cherché à faire après m'avoir adoptée, à couper tous les liens. Parce que je pense que culturellement, pour eux, c'était pas envisageable que je reste en contact avec ma famille biologique. Et t'as raconté à ta famille adoptive, du coup, ce repas de famille ? Ouais, on a échangé là-dessus. Et c'est là où ça a commencé à faire sortir du caca. Ah merde. Parce que la première chose que je leur ai dit, j'étais surprise parce que le père, il parle pas du tout français.
Et là, la première réaction que j'ai eue de la part de ma famille adoptive, c'était ouais, c'est pas vrai, c'est des menteurs, ils parlent très bien français, je me rappelle, euh, vraiment, ils racontent que n'importe quoi, c'est tous des menteurs. Et, et en fait, c'est super violent. Si vous êtes une famille adoptante, jugez pas la famille biologique, c'est super violent pour l'enfant. Ça, c'est quelque chose, moi, je l'ai vécu de manière très, très internalisée, parce que chez moi, on dit peu ou pas les choses qu'on ressent, mais ça a été d'une violence extrême. Parce que d'un seul coup, tu te sens déchiré, ou je me suis sentie déchirée entre ma loyauté envers ma famille adoptive et l'expérience que je venais de vivre avec ma famille biologique. Et c'était déchirant. Enfin, et je pouvais pas contrer. Et quand je me suis mise à contrer, c'est monté en violence. Et ça a créé des énormes clashs dans ma famille. Je veux dire, moi, d'un seul coup, il y a ma tante qui a commencé à m'appeler et à m'insulter pour me dire que je croyais vraiment n'importe quoi, que les Chinois, c'est tous des menteurs. Enfin, et qu'ils le veulent ou non, je suis chinoise aussi. Enfin, et d'un seul coup, tout le racisme intériorisé qui commençait à ressortir, ça a fait sortir tellement de trucs, de la haine, de la jalousie, du racisme. Et j'ai été dégoûtée par ma famille adoptive. C'était vraiment d'une énorme violence. Ouais, ce que j'allais dire, on sent la violence là d'un coup qui est montée pour un événement en fait, qui a déclenché derrière une bombe en fait au sein de ta famille. Ouais. Alors que en plus, je m'y attendais vraiment pas, puisque tout le discours de mon enfance a toujours été c'est très clair que t'es adopté, le jour où tu cherches tes racines, on sera toujours là pour te soutenir. Et bon, du coup, il y avait quand même ce discours super ouvert, ou en tout cas d'apparence ouverte, mais après dans le fait et le ressenti, c'était waouh, rien à voir, plus rien à voir. Ouais, et puis c'est un peu, tu vois, un peu l'effet château de cartes, quoi. On t'a dit des choses, tu t'es construite avec ces idées de ça va bien se passer, etc. Et en fait, bim, tu souffles dessus, il y a plus rien, et c'est plus du tout même toi ce que t'as pu imaginer dans les relations, etc. C'est vrai que c'est violent. Et cette violence, elle s'est exprimée du coup à travers des mots principalement. Ouais, il y a eu beaucoup de mots. Alors, j'habite pas à côté de ma famille adoptive, donc on communique énormément on communiquait par email et par téléphone. Et ça en est arrivé à quelque chose, c'était devenu vraiment, c'était insultant, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, je suis rentrée dans la foulée, parce que moi j'avais mes émotions, elles partaient dans tous les sens, j'étais en colère pour rien, je comprenais plus en fait comment je me ressentais et comment je vivais ça à l'intérieur. Et donc j'ai fait la démarche d'aller voir une psy et de rentrer en thérapie. Et je lui dis, mais en fait, j'arrive pas à savoir, est-ce que cette violence, elle existe? Est-ce que c'est une construction de ce que j'ai? Est-ce que comment je me place là-dedans? Parce que j'ai juste l'impression de devenir folle, en fait. Je reconnais pas mes parents. Et du coup, je comprends pas qui sont ces gens-là qui me parlent comme ça. Est-ce que c'est juste moi qui le prends mal parce que je suis en train de vivre un truc et tout? Et je me rappelle, pour finir, une fois, j'amène un mail de mon père à la psy. Je lui dis, voilà, moi, j'ai reçu ça. Je crois que c'est violent, mais je suis pas sûre. Et là, j'ai la psy, elle prend mon email, elle fait, oh! Et elle se fige et elle me regarde, elle me dit, mais on peut pas parler comme ça à un enfant. Ça se fait pas. Et je me suis pris du coup une deuxième onde de choc en me disant que la violence que je ressentais et que je me disais peut-être qu'elle est fantasmée, putain non, elle devenait réelle parce qu'il y a quelqu'un qui l'a validée. Et là, ça a fait... Wow. Et après, je suis rentrée dans une démarche de reconnaître toute la toxicité de mes parents adoptifs. C'était très bien. Ça a permis de mettre à jour beaucoup de choses. Et du coup, après, ça reste des gens humains, des gens normaux, avec leurs blessures, leurs combats, leur propre lutte intérieure. Et donc, c'est pas des gens que je veux diaboliser, tu vois. C'est juste que, ils en ont chié. Et du coup, comme ils savent pas gérer, eux, quand ils en chient, ils m'ont tout rebalancé comme ça sur moi, quoi. Et qu'est-ce que t'as travaillé en thérapie spécifiquement? Tu vois, est-ce qu'il y a des sujets qui sont vraiment ressortis? Ouais, du coup, il y a eu beaucoup le rapport à mes parents, aux attentes qu'ils avaient, aux attentes verbalisées et aux attentes non verbalisées. Parce que il y a un côté de genre, quand t'as été adopté, tu dois avoir une gratitude, une reconnaissance pour toute la chance que t'as d'avoir été adopté. Dit-elle en levant les yeux au ciel, je précise. Ah ouais, complètement, parce que je trouve que c'est absolument pas
c'est un truc qui, je sais pas, c'est sournois et c'est imprimé, mais c'est tellement pas vrai. Je veux dire, la démarche d'adoption, elle est tellement égoïste de la part d'un parent. C'est juste remplir un manque. J'arrive pas à procréer et donc je veux absolument avoir le même jouet que mon voisin. C'est un peu, je sais qu'il n'y a pas que des démarches comme ça. En tout cas, moi, c'est la manière dont je l'ai intériorisé et analysé pour moi. Et du coup, toute cette pression qu'on dit à un enfant, t'as tellement de la chance d'avoir été adopté, t'as tellement de la chance qu'on t'ait sorti du caniveau, t'as tellement de la chance qu'on t'ait sorti de ton orphelinat. Mais en fait, t'en sais rien. Peut-être que j'ai de la chance ou peut-être que c'est pire, en fait. Et en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Ça a juste à voir avec toi et ta démarche. Moi, là-dedans, j'ai pas de chance. Moi, là-dedans, j'ai juste mon expérience. Et tu m'avais parlé quand on avait échangé ensemble d'une lettre que tu avais écrite. Bon, j'en ai écrit plein. J'en ai écrit plein. Non, et j'ai écrit une lettre à mes parents parce qu'il y a un moment donné, c'était devenu tellement violent que j'ai coupé les ponts. J'aurais dit, en fait, là où on en est, c'est plus possible, en fait, donc on arrête. C'est fini. On met fin à cette relation-là. Ça a été, je pense, je crois que c'est une des choses les plus dures que j'ai dû faire dans ma vie. Parce que ça reste tes parents en fait à la base et je sais pas, il y a un truc, il y a un égrégore qui dit que tes parents tu les aimeras jusqu'à la fin de ta vie et tu leur devras soumission et obéissance là. Et du coup de décider de mettre ça fin, en fait c'est toute la société qui se retourne contre toi quand tu fais ça. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de couper les ponts, j'ai repris une avalanche de merde entre les gens qui te jugent parce que quand même c'est tes parents, tu pourrais faire un effort. Entre je sais pas moi, il y a mon oncle qui m'a appelé pour m'insulter, il y a mon cousin qui m'a appelé pour m'insulter, il y a ma tante qui m'a appelé pour m'insulter. Après derrière, on recevait des messages sur Facebook. Moi à l'époque, j'étais web entrepreneur, donc j'avais une présence sur tous les réseaux sociaux. Il y avait mon père qui créait des faux profils pour m'insulter sur les réseaux. Il créait des faux profils Facebook et il venait m'insulter. Après, j'ai ma tante qui s'est mise à créer des faux profils pour venir nous insulter. Après, ils se sont mis à insulter ma femme. Ça a commencé à faire vraiment beaucoup. Du coup, cette violence-là, elle s'est arrêtée quand je suis sortie avec les armes juridiques. Je leur ai dit, écoutez, je vous explique, je reçois encore un message, je porte plainte. Porter plainte pour harcèlement et cyberharcèlement, c'est passible de 3 ans de prison, 150 000 € d'amende. On continue ou on joue? Et là, ça s'est arrêté. Et quand on arrive là, c'est chaud. Mais oui, ce que j'allais dire, tu as dû aller jusqu'à cette notion de législation, de juridiction, etc. pour que ça s'arrête, quoi. Parce que, c'est quand même un peu le dernier niveau. Et je pense qu'en fait, ils se rendaient pas compte de la violence. Même encore aujourd'hui, je crois qu'ils s'en rendent pas compte. Ils se rendaient pas compte. Et donc, on a coupé les ponts pendant 3 ans, 4 ans. Là, je reparle à ma mère depuis un peu moins d'une année. Et toi, cette séparation, en tout cas avec ta famille, comment ça a été salvateur pour toi ou t'as eu quand même des périodes de questionnement? Ça fait c'est des phases, c'est des hauts et des bas. Il y a des fois, tu te dis, heureusement que je l'ai fait parce que ouais, c'est salvateur, ça me fait du bien. Mentalement, je me sens mieux. Psychologiquement, je me sens plus sereine. Émotionnellement, je suis plus stable. Tout va mieux. Et après, derrière, tu te reprends une grosse vague et une grosse claque de culpabilité qui te dit, mais t'es qu'une merde, t'es qu'une enfant ingrate, t'as rien compris à la vie, c'est tes parents. Et et du coup, tu navigues entre ces trucs-là. Et je pense que après, c'est à chacun son histoire là-dedans. Moi, il y a un moment donné, j'ai réussi à me poser suffisamment avec moi-même en disant, OK, où est-ce que t'en es là-dedans? Je suis retournée voir une psy entre-temps. Et il n'y a pas peur d'aller voir des psys. Ça aide en tout cas à prendre du recul sur certaines situations. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ce qui était le plus important pour moi, c'était juste de garder un lien suffisamment distant, mais un lien quand même qui dit « je me souviens que tu existes et je me rappelle que t'es en vie ». Point. Maintenant, la complicité, le lien intime, ce qu'on a pu avoir, ça c'est parti, c'est fini. Et ça, c'est quelque chose que tu as travaillé du coup en thérapie, j'imagine. Ouais, en thérapie, en coaching, avec j'en ai fait des tartines là-dessus, en développement personnel, ouais. Oui, parce que toi, du coup, tout ce qui est aspect au développement personnel, coaching, etc., c'est quelque chose qui t'a aidé aussi à te remettre un peu sur pied et à assumer peut-être tes décisions. Le développement personnel, je suis tombée dedans il y a plus d'une dizaine d'années dedans, et je pense que ça m'a sauvé la vie. En vrai, parce que je disais, mon adolescence, elle a été super compliquée, et il y a plein de choses qui se sont passées pendant
Je me suis compris homosexuel. C'était un espace qui n'était pas disponible à explorer quand j'étais adolescente parce que attente familiale, parce que environnement. Enfin, je vivais dans la campagne profonde en France. C'est jamais le meilleur endroit pour explorer, être une minorité. J'avais déjà la Chine en moi. Je me suis dit non, en plus, ça fait trop. Là, ça va pas le faire. Je vivais déjà cette minorité-là. Je me suis dit ça commence à faire beaucoup. En plus, j'étais nouvelle, bref. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, ça a été une lente et douloureuse plongée en enfer. Et où je suis partie, où j'ai côtoyé des endroits très très sombres qui je pouvais être. Et quand je suis rentrée dans le développement personnel, ça m'a permis de remettre de la lumière en fait dans tout ça, de me redonner des espaces de respiration et de me donner le droit d'être qui j'avais envie d'être. Et ça, c'était peut-être le plus important. Et je me rappelle, le premier pas que j'avais fait là-dedans, c'était déjà apprendre à me détacher des attentes familiales. Parce que j'ai tellement vécu en soumission à l'attente familiale que je m'en étais pas rendu compte, je m'étais complètement étouffée là-dedans. Et en fait, le jour où j'ai dit stop, ça suffit, j'ai plus envie d'appeler ma tante, je l'appelle plus, j'ai pas envie de parler à ma mère, je lui parle pas, de me redonner ces espaces parce qu'en fait, c'était genre quand j'appelais pas mes parents pendant une semaine, je me faisais insulter quoi. Et donc là, de retrouver, c'est de dire bah non, en fait, si j'ai pas envie de vous appeler, je vous appelle pas, je me sens pas obligée de vous appeler. J'ai le droit en fait, c'est ok d'avoir ces espaces-là. Et tout ça, ça m'a donné ça. Et je me rappelle, un des stages que j'ai fait en développement personnel, c'était au tout début, c'était un des stages les plus profonds et transformateurs que j'ai vécu, parce que c'est venu toucher à l'adoption et je m'y attendais pas. Je travaillais avec Lise Bourbeau, puis voilà. Les blessures de Ouais, l'âme. exactement. Et j'étais en stage avec elle. Et je me rappelle, il y a un moment donné, on fait un travail sur le père, la mère, machin. Et puis moi, à l'époque, ça me saoulait de parler de mes parents parce que je savais jamais. Je prends le biologique, je prends l'adoptif, je prends lesquels. Enfin, quand tu dis et ça te rappelle quelque chose chez ta mère, tu veux que ça me rappelle de. Enfin, tu vois. Et puis les trucs de entre 0 et 1 an, ce que vous avez vécu, mais j'en sais rien. Moi, ça n'existe pas dans mon histoire entre 0 et 1 an. J'en fais quoi de ça? Et donc du coup, je arrive et je lui dis, je vais la voir. Je lui dis bon, Lise, c'est la merde. Là, tu dis, il faut pardonner à ton père et à ta mère. Moi, j'en ai 4. Je fais quoi? Et elle me dit très calmement, bah, tu bosses pour les 4. Waouh. Et là, ça a posé quelque chose. Et derrière, elle nous a fait faire une régression où on se retrouve. Donc, on fait l'enfance. Donc, l'enfance, ça, pour moi, elle est à peu près claire. Et après, on fait la toute petite enfance et la période prénatale. Et là, c'est particulier parce que moi, j'ai aucune information consciente par rapport à ça. Mais je me rends compte que avec l'hypnose, il y a quand même des informations qui remontent. Et je vois des informations et je vois que toute la grossesse, elle est froide, étroite et noire et c'est pas agréable en fait. Et ensuite, je me rends compte que dans la foulée, je prends conscience que mon adoption, qui était un abandon, c'était avant tout un acte d'amour. Et là, je fais waouh. En fait, du coup, ça m'a permis de travailler sur toute la. C'est pour ça que je suis très virulente avec ma famille adoptive et très peu avec ma famille biologique, parce que j'ai beaucoup bossé sur le pardon de ma famille biologique de m'avoir abandonnée. Et ce qui est ok maintenant. Et là, je suis en train de travailler sur ma famille adoptive qui m'a abandonnée aussi. Et du coup, je le fais dans une autre manière. Tu vois, c'est encore une autre étape. Mais clairement, le développement personnel, ça m'a permis de vachement me mettre en paix avec toute la colère que tu pouvais avoir, parce que j'ai 3 frères et sœurs, et eux, ils ont grandi avec ma famille biologique. Donc pourquoi est-ce que moi, la 4e, on m'a jeté comme un vieux Kleenex, tu vois? Et tout ce travail-là, en fait, en dev perso, ça m'a permis de ramener de la paix et de faire ah, ok, en fait, je suis pas juste un vieux Kleenex. Au contraire, en me mettant à l'extérieur, on a pris soin de moi. Ouais, c'était vraiment des espaces de respiration du coup pour toi, quoi. Ouais, ça permet d'apaiser beaucoup de cette rancune qu'on peut avoir. Et elle est pas présente, je veux dire, c'est pas tous les jours t'es en train de taper contre un mur en disant ouais, bande de connards. Mais c'est un truc de fond. Et je pense que quand t'arrives à poser ça et à déposer ça avec juste un gros travail de compassion en disant où est-ce qu'ils en étaient et qu'est-ce qui aurait pu les amener à cette décision-là, et te rendre compte qu'au fin de compte, tout n'est toujours que motivé par un peu plus d'amour. Ça fait, en fait, j'ai pas été larguée, j'ai pas été abandonnée, j'ai juste été aimée de cette manière-là.
Et je rebondis sur ce que tu as dit, tu vois, moi c'est tout un travail que j'ai fait en thérapie justement pour transformer le mot abandon en acte d'amour. Et à ce mot-là, j'ai ajouté le inconditionnel parce qu'en fait c'est propre à mon histoire aussi, tu vois. Mais c'est un truc de, enfin, et ce qui vient souvent me chercher encore aujourd'hui peut-être, c'est ce truc de, j'étais un nourrisson, un bébé qui a rien demandé et il a vécu des choses qu'il a absolument pas maîtrisé. Il a pas pu dire oui, non, ça m'intéresse, j'ai envie, j'ai pas envie, etc. Et il y a tellement de choses qui sont arrivées autour de cette naissance, en tout cas, et ce début de vie qui font que j'ai ajouté ce truc de inconditionnel parce qu'en plus de ça, on n'avait vraiment pas le choix, mais il y avait quelque chose qui nous dépassait complètement, quoi. Tout à fait. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été de comprendre ça et de se dire, ok, en fait, il y a pas de vérité là-dedans. Il y a pas, peut-être qu'ils m'ont vraiment abandonné parce que genre j'étais chiante et je chialais tout le temps, tu sais. J'en sais rien. En vrai, ça peut aussi être ça. Mais c'est de trouver sa manière de voir l'histoire qui la rend la plus acceptable et la plus supportable et la plus tolérable possible pour soi. Peu importe les sons de cloche, ce que en disent les autres ou comment ça, c'était quoi la vérité, on s'en fout en fait. C'est quelle version de l'histoire est la plus facile à vivre au quotidien. Ouais, et là, je te rejoins aussi à 1000% parce que c'est tout le travail que j'ai fait là récemment, tu vois, de me détacher aussi des histoires qu'on m'a racontées, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on a mis dans ma tête, etc., pour recréer, moi, ma propre histoire sur mon adoption. Par exemple, tu vois, la grande question que je me pose, parce que en général, quand on parle de parents biologiques, on parle beaucoup de la maman biologique. Moi, mon papa biologique, il est jamais rentré dans mes pensées, c'était pas du tout un sujet. Et c'était, un moment, ça m'a stressée de me dire, est-ce qu'il était présent avec ma maman biologique pendant sa grossesse, est-ce qu'il était absent, etc. Et j'étais à vouloir chercher vraiment une réponse, tu vois, je veux savoir s'il était là. Et en fait, à un moment, j'ai lâché, et je me suis dit, tu sais quoi, non, tu fais ce que tu veux avec cette histoire. Moi, je suis convaincue qu'au fond, nos cellules, elles ont de la mémoire aussi. Il y a des choses qui sont inexplicables, mais qu'on verbalise quand même. Et moi, j'ai choisi aussi de me dire, bah peut-être qu'il était là, peut-être qu'il était pas là. Ouais. Pas grave. Juste lâche en fait, lâche sur un truc où peut-être t'auras jamais la réponse en plus, quoi. C'est ça. Et après, ces réponses-là, on peut se les donner à soi-même. C'est ce que je dis. Moi, j'aime bien travailler avec l'hypnose parce que on ne sait pas si c'est des vraies réponses. C'est pas grave. C'est des réponses qu'on a envie de se donner. Exactement. Et du coup, ça permet de dire, ah, ok, moi, je les ai vus comme ça. Cool. Donc ça, maintenant, ça fait partie de ma réalité. Et si je peux le vivre comme ça et que je le vis bien, c'est cool. Et je pense que ça, c'est un truc, parce que souvent, on se dit, mais je sais pas mon histoire, je me rappelle pas les faits, je sais. Et c'est vrai, en fait. Mais juste s'autoriser à se donner des réponses, qu'elles soient vraies, pas vraies, on s'en fout. Mais se donner des réponses, ça permet de clôturer un chapitre et de passer à autre chose. Ouais. J'ai une question par rapport, alors c'est plutôt par rapport au racisme, etc. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as été confrontée quand tu étais plus jeune, ou peut-être même encore aujourd'hui, hein? Ouais, ça c'est une question qui est super drôle pour moi parce que je veux dire, je connais le racisme, je l'ai jamais subi. Et ça, je pouvais te le dire encore jusqu'à ce qu'il y a quelques années. Et là, depuis pas très très longtemps, je suis en train de changer d'avis dessus. Je m'explique. En fait, moi, j'ai des parents blancs, occidentaux, qui viennent avec un défaut de setting de racisme intégré. D'accord. C'est pas de leur faute, c'est culturel. C'est le défaut de toute personne blanche cisgenre qui est née. Enfin, un point. Encore plus de ces générations-là. Je veux dire, moi, mes parents, ils sont nés à la fin des années 40. Donc, voilà. Et en fait, du coup, ils ont un racisme intégré, intériorisé, mais qui est pas virulent, mais qui a toujours été présent et que, du coup, moi-même, j'ai intégré. Du coup, je suis quelqu'un de raciste, sans faire exprès. Aujourd'hui, j'apprends à identifier toutes ces zones-là chez moi pour pouvoir arrêter. Mais c'est super intéressant parce que je disais quand j'étais petite, moi, j'aimais pas le riz parce que c'est bon le riz. J'aimais le riz parce que j'étais chinoise. J'étais pas bonne en maths parce que j'étais intelligente. J'étais bonne en maths parce que j'étais chinoise. Ouais, d'accord. C'est des toutes petites choses, c'est pas grand-chose. Et après, plus grande, en grandissant, j'ai eu de la chance de faire mon enfance dans des endroits très multiculturels, donc tout le monde se côtoyait et j'ai pas vraiment vécu le racisme comme on peut l'imaginer. J'ai été confrontée au racisme quand je suis arrivée en France et que j'ai découvert les Français. Je pas contre les Français, mais c'était une réalité que j'ai vécue vraiment en arrivant sur le territoire français. Et dans ma malchance, j'ai eu de la chance parce que moi, mon papa, il m'avait préparé à dire, toi, t'as une tête de Shintok. On va t'insulter. On va te faire chier, en fait. Ce qui fait que
j'ai pris parti de vivre le racisme, pas dans la lutte, mais dans intégrer le racisme pour moi. La dernière fois, je me rappelle, j'étais avec une collègue, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, elle me disait « Ah ouais, mais tu t'appelles Alvarez, donc t'es d'Amérique du Sud. » Je lui dis « Ah non, non, moi j'ai une face de tarte au citron, tu vois. » Puis elle était morte de rire. En fait, du coup, ça m'avait permis de vachement me détacher, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est insulte raciste et tout ça, ça me passe à 12 000. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Mais c'est ce que je dis, c'est que je le connais, je le vis, mais je le subis jamais. Et c'est la chance d'avoir vécu avec des parents racistes, mais un peu quand même. Ouais, pas trop racistes. Ok. Ta relation avec tes parents adoptifs, là, tu disais que ça fait un peu plus d'1 an ou à peu près 1 an que vous recommencez à vous parler. Ouais. Comment tu vis ça? De manière très détachée, en fait. Je le fais pour pas avoir de regrets. C'est pas du coup, c'est une démarche très égoïste de ma part. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que si je faisais pas cette démarche-là de au moins de maintenir ce lien-là, quel qu'il soit, parce qu'il est très fin, c'est pas un lien profond et d'amour inconditionnel dont rêve tout enfant avec ses parents. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Mais pour moi, c'était important d'être cet humain-là qui arrivait quand même à faire un espace à mes parents malgré les blessures, les conflits, et à leur laisser une place dans ma vie, même si c'était pas la place d'avant. Et pour moi, c'était vraiment pour pas, si un jour si je meurs demain, ne pas avoir ça à regretter. Et une autre petite question, est-ce que la parentalité, c'est un sujet pour toi? Compliqué, ouais. Ouais. Quand j'étais enfant, je voulais absolument pas d'enfants. C'est pour avoir des enfants et les donner à d'autres, c'était peut-être pas nécessaire. Non, du coup, tout ce qui est parentalité, le concept de famille, le concept d'amour, c'est des concepts qui sont assez flous et sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pas encore de réponse définie ou définitive là-dessus. La parentalité, pour moi, c'était quelque chose que je voulais pas vivre. La grossesse, c'était quelque chose qui m'intéressait absolument pas. Je comprenais pas je sais que les femmes, elles ont ce désir-là et tout. Il y a pas de problème. Moi, ça a jamais fait partie de mes besoins. Quand j'ai rigolé parce que quand j'ai eu 32 ans, je crois, il y a un truc qui se passait où genre peut-être 2 jours par mois, j'avais envie d'avoir un enfant. C'était très drôle, c'était très biologique. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une composante vraiment physiologique de la vie qui te dit « Ah, tiens, je suis en train d'ovuler. Tiens, j'ai envie de faire un bébé. J'ai plus envie. Ça y est. » Ça a duré 2 jours par mois. Du coup, mais sinon, l'envie de parentalité, ça a jamais été un truc qui m'a porté. Là, je me retrouve belle maman parce que ma compagne, elle a 2 enfants. Et du coup, c'est pas... Je fais ce que je peux, quoi. Je crois que c'est faisons ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'était pas mon désir particulier. Je pense que j'avais pas grand chose à apporter sur le sujet. Et du coup, aujourd'hui, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Avec les blessures que ça vient réveiller, parce que du coup, ça nous renvoie beaucoup de miroirs, parce qu'en plus, du coup, c'est pas mes enfants biologiques. Donc, ça crée aussi comment est-ce que j'interagis avec des enfants qui ne sont pas les miens, qui ont un papa, qui ont une autre famille, qu'est-ce que je leur apporte, comment est-ce que je leur apporte de l'amour sans c'est vraiment plein de questionnements comme ça. Du coup, c'est super intéressant. Je pense que les adoptés, il y a du boulot pour vous. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des lignées comme ça, c'est transgénérationnel. Moi, mon père, il a été adopté en adoption simple par sa tante quand il était majeur. Et là, la petite de ma compagne, elle me dit régulièrement « Tu veux pas m'adopter ?» Et du coup, je trouve ça très rigolo de voir cette espèce de cascade comme ça. Et mon meilleur pote qui a adopté aussi, lui, son père était aussi adopté. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de schémas transgénérationnels qui se passent d'une génération à l'autre, quoi. Ah ouais, c'est vachement intéressant. Et en plus, quand t'as la prise de recul que t'arrives à avoir sur l'adoption, ça doit être encore plus intéressant. Ouais, franchement, là, c'est que les débuts de ce que je peux voir, mais ça me fait vraiment trop triper, quoi. Et là, moi, je le vois dans mon expérience avec la petite qui maintenant, du coup, ma compagne, elle a 2 enfants, et dans les 2 enfants, il y en a une avec qui je m'entends particulièrement bien, parce que on a plus d'affinité, comme avec n'importe quel autre être humain, en fait, c'est un humain avec qui j'ai plus d'affinité. Et elle me dit régulièrement, quand est-ce que tu m'adoptes?
Puis du coup, c'est drôle. Enfin, c'est très rigolo de voir ça, que ça se transmet alors que c'était pas la question, quoi. Ouais, c'est pas le sujet, donc forcément. Ok. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais passer aux personnes qui nous écoutent? Je te prends un peu au dépourvu, je suis désolée. Message, j'en ai plein. Non. En fait, je pense qu'il y a un truc que moi j'ai appris de mon expérience d'adopter, c'est que c'est pas parce que tu es un parent adoptant, l'amour ne suffit pas en fait. C'est pas parce que t'as fait la démarche d'adopter un enfant que voilà, ça s'arrête là. Je pense qu'il y a toute une part d'éducation qui est intéressante et importante à avoir que mes parents, ou que j'aurais aimé que mes parents fassent, notamment par rapport au racisme, de comprendre que c'est pas parce qu'ils ont réussi à adopter une petite fille chinoise qu'ils sont pas racistes, parce qu'ils ont du racisme intégré. C'est pas des gros méchants du FN, mais ils ont cette part-là qui m'ont transmise et que aujourd'hui j'essaye d'apprendre à me défaire. Malgré eux, c'est pas parce que tu aimes ton enfant que tu es capable de répondre à ses besoins. Moi, je vois quand j'étais petite, j'ai passé tellement d'années de ma vie à me poser la question de est-ce que j'aimais mes parents? Est-ce que j'aime mes parents? Parce qu'ils me disent tout le temps qu'ils m'aiment, mais moi je leur dis pas. Mais est-ce que je les aime en fait? Et puis ça veut dire quoi l'amour? Et donc tous ces outils-là qu'on n'a pas, je pense que c'est pas parce qu'on aime un enfant qu'on est capable de lui apporter ce dont il a besoin et que c'est bien de s'éduquer là-dedans. Moi, je vois avec les enfants que j'ai, je suis tout le temps en train de m'éduquer sur comment est-ce que je peux être un meilleur parent, même si je voulais pas être parent, pour pouvoir les traumatiser, mais pas trop. Et je pense que ça, c'est vraiment l'amour ne suffit pas. L'éducation est nécessaire derrière. Bien, je vous laisse méditer sur ça. Génial. Écoute, Eloa, je te remercie infiniment pour notre échange. C'est hyper précieux. Je suis convaincue que ça va parler à de nombreuses autres personnes que toi et moi aujourd'hui. J'espère. Merci beaucoup. C'était un très bon moment. Yes. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver pour échanger avec toi suite à la sortie de l'épisode, si on en a envie? Sur Instagram, ouais. Instagram? Ok, donc je mettrai ton compte dans les notes de l'épisode du podcast. Génial, je te dis merci beaucoup. Merci beaucoup.